Bonjour, voilà un petit diaporama sur la guerre froide d'une dizaine de minutes pour compléter un petit peu les leçons avec un ou deux documents supplémentaires. La question principale est quelles sont les caractéristiques de la guerre froide? La première caractéristique, c'est une guerre longue. Elle commence en 1947, elle finit en 1991. On peut trouver d'autres dates, hein, dans les livres, il n'y a pas de date officielle du démarrage ou de la fin. Alors, moi j'ai choisi 1947. En 1947, on a deux textes très importants, très connus, qu'on trouve souvent dans les livres. D'une part, le discours du président américain Truman, c'est le premier, en mars 1947, qui dit que désormais les nations se trouvent placées devant le choix entre deux modes de vie. L'un de ces modes de vie est fondé sur la volonté de la majorité, c'est-à-dire la démocratie, hein, des élections libres, la liberté de parole, enfin il y a beaucoup de mots qui se rapportent à la liberté dans ce passage. Et là, il parle des États-Unis. Et le second mode de vie s'appuie sur la terreur, l'oppression, la suppression de la liberté personnelle, et il parle clairement de l'URSS communiste. Donc en septembre 1947, il y a un petit peu la réponse, c'est le rapport d'un dirigeant communiste de l'URSS qui s'appelle Jdanov, qui parle des États-Unis, hein, très, très directement. Les États-Unis sont la principale force dirigeante du camp impérialiste, ça veut dire qui veut dominer d'autres territoires, qui veut se constituer un empire. Et il rajoute que son but consiste à préparer une nouvelle guerre impérialiste, à lutter contre le socialisme, c'est-à-dire le communisme, et la démocratie. Voilà, ça c'est finalement un peu l'acte de naissance de la guerre froide. La guerre froide, c'est notamment une guerre idéologique qui passe par la propagande. Là j'ai choisi deux documents aussi qu'on voit souvent dans les livres d'histoire de troisième. Ici, à gauche, une affiche de l'OTAN, c'est une alliance qui existe toujours, hein, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été créée à la fin des années 40. Donc autour des États-Unis, on voit le drapeau américain là, et des pays d'Europe de l'Ouest ou du Sud qui n'étaient pas sous l'influence de l'URSS. Alors c'est une alliance militaire qui est dirigée par les États-Unis, hein, c'est la principale puissance militaire de cette alliance. D'ailleurs, on voit que sur cette affiche, les différents pays, dont la France, on voit pas très bien les couleurs, mais peut-être ici ou peut-être là, il y a la France et l'Italie, ça peut se ressembler, constituent un petit bonhomme, et ce bonhomme est protégé par un bouclier qui est tenu par les États-Unis. Alors les États-Unis tiennent un bouclier parce que de l'autre côté, il y a un danger, et le danger est symbolisé par le rouge. Ici, c'est le côté rouge, c'est le côté communiste. Il est à droite sur l'affiche et ça représente le bloc de l'Est, l'Est du monde finalement. Et ce bloc de l'Est apparaît sur cette affiche comme agressif, puisque là on voit une arme offensive qui est enfoncée dans le bouclier. Donc l'OTAN sert finalement à défendre les pays de l'Ouest, qui sont symbolisés par le bleu, on le reverra sur d'autres documents, face aux forces communistes et notamment à l'URSS. La propagande n'est pas utilisée que du côté de l'Ouest, du côté des États-Unis, elle est utilisée aussi par les communistes. Par exemple, le Parti communiste français, face aux investissements américains en France à la fin des années 40, après la Seconde Guerre mondiale, quand la France se reconstruit, et à l'aide du plan Marshall, eh bien, le Parti communiste français ne voit pas d'un bon œil cette influence des États-Unis qui pourrait apparaître sur la France. Et donc on représente les États-Unis comme un monstre, finalement une bête, hein, une pieuvre avide là qui viendrait chercher les richesses de la France. D'ailleurs on voit dans ses yeux à la pieuvre, on voit qu'il y a des dollars, donc ce serait plutôt la richesse qui l'intéresserait plutôt que reconstruire vraiment la France. Et ici, le Parti communiste dit non, non, les Américains doivent rester en Amérique. S'ils viennent en France, c'est pour coloniser la France. Bon, donc ici, on a un affrontement qui passe à travers la propagande. J'ai mis deux autres exemples de propagande pendant la guerre froide. Là, on a une image d'un film, Rocky IV. On est au milieu des années 80, on est encore pendant la guerre froide. Et Rocky IV raconte l'histoire du boxeur Rocky. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, des Rocky, il y en a des films Rocky, il doit y en avoir 5, je crois, ou je ne sais plus. Et le boxeur Rocky qui va affronter
le champion de l'URSS. Donc c'est un film, hein, ça c'est pas un extrait d'un match qui a vraiment eu lieu. Et donc c'est Hollywood, hein, qui fait un héros américain, on voit son short, hein, qui représente la bannière américaine, face au champion soviétique, hein, short rouge, hein, la couleur du communisme, qui est une sorte de monstre finalement. Il n'est pas montré dans le film très humain parce qu'il s'entraîne avec des machines, avec des capteurs, il a une force énorme, il prend des produits dopants. Et puis au cours d'un match précédent, il a même tué son adversaire qui était l'ami de Rocky, donc qui a voulu le venger à travers ce match. Bien sûr, Rocky va avoir beaucoup de mal, mais il va gagner à la fin du film. Ça, c'est la réalité. Par contre, à droite, ici, on voit une image de Yuri Gagarin, un homme qui a vraiment existé. On voit, ici, c'est marqué URSS. Euh, C'était l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS, c'était aussi un affrontement technologique. C'était à qui pouvait avancer le plus dans la technologie et dans la science. Et les soviétiques avaient de l'avance dans la conquête spatiale, en tout cas dans les années 50 et jusqu'au milieu des années 60, parce que c'est les premiers à envoyer un satellite artificiel, ce sont les premiers à envoyer un être vivant dans l'espace, puis ce sont les premiers à envoyer en 1961, les premiers à envoyer un homme dans l'espace, hein, qui va revenir vivant en plus. Donc voilà, ce héros, c'est Yuri Gagarin. Et il y a un discours du dirigeant soviétique de l'époque qui dit que euh, si les soviétiques sont les premiers à à pouvoir faire cet exploit, c'est que c'est leur système politique et économique le meilleur. Donc on voit qu'on est encore dans la propagande. Le président américain Kennedy va réagir en exigeant que dans les années à venir et le plus vite possible, un Américain puisse en premier aller sur la Lune, ce qui sera fait en 1969. Alors une autre caractéristique de la guerre froide, c'est la bipolarisation du monde. Le monde se divise en deux blocs autour des deux principales puissances, les États-Unis et l'URSS. Sur cette carte, nous voyons le bloc de l'Ouest, qu'on avait l'habitude d'appeler le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés, qui sont en bleu sur la carte, leurs alliés, notamment les alliés de l'OTAN, dans l'ouest de l'Europe ici. Et de l'autre côté, pardon, le bloc de l'Est, l'URSS et ses alliés, qui sont en rouge. Alors le plus souvent, dans les livres, on représente le bloc de l'Ouest en bleu et le bloc de l'Est communiste en rouge. Alors, elle est intéressante cette carte, c'est une carte à projection polaire parce que elle nous montre bien quelque chose, elle nous montre la tactique du camp soviétique et du camp communiste qui était finalement la théorie des dominos, c'est l'expansion du communisme de proche en proche. Voilà, donc le communisme est d'abord en URSS, hein, on rappelle, révolution russe de 1917, puis ensuite en Chine et en Mongolie à la fin des années 40, et puis après la Seconde Guerre mondiale en Europe de l'Est ici, donc le communisme se répand. Tandis que du côté du bloc de l'Ouest, eh bien, on cherche à endiguer le communisme en s'alliant avec des pays tout autour de ce bloc de l'Est et en essayant de limiter la propagation, soit politiquement, en soutenant certains régimes politiques anticommunistes, soit par des guerres. On verra des exemples tout à l'heure. Donc là, on voit bien, bien sûr, les États-Unis, le Canada, mais leurs alliés d'Europe de l'Ouest, leurs alliés d'Europe du Sud et d'Asie du Sud et de l'Ouest, notamment la Turquie, qui avait un rôle très important, bon, l'Iran, on continue, la Thaïlande, les Philippines, l'Australie, et puis la Corée du Sud et le Japon. Donc une sorte de ceinture d'alliés. Comme le monde, l'Europe est divisée en deux blocs. Donc les pays d'Europe de l'Est qui ont été, pendant la Seconde Guerre mondiale, délivrés de la présence nazie par les soviétiques, eh bien, sont rentrés dans la sphère d'influence de l'Union soviétique. Ils sont contrôlés, hein, par l'Union soviétique et des dictatures communistes s'y sont installées. Et donc finalement, ces pays sont devenus les alliés de l'URSS. De l'autre côté, on a les pays qui sont alliés des États-Unis dans l'OTAN, et puis il y a des pays qui sont restés neutres.
comme la Suisse par exemple. Ici, on a une frontière euh, très importante qu'on appelle le rideau de fer qui sépare l'Europe de l'Est de l'Europe de l'Ouest, le bloc de l'Est du bloc de l'Ouest. On en reparlera peut-être plus tard à l'occasion de l'Allemagne. On voit que l'Allemagne est divisée en deux. Bon, voilà. On continue. L'autre caractéristique, encore une caractéristique, c'est que l'affrontement est indirect entre l'URSS et les États-Unis. Pourquoi? Cette caricature nous le montre. On voit le dirigeant soviétique Khrouchtchev et puis le dirigeant américain Kennedy qui sont en train de faire un bras de fer. Ça symbolise finalement la guerre froide, leur opposition, mais ils n'utilisent pas leurs armes, leurs vraies armes. À l'époque, l'armement est constitué d'un armement conventionnel, hein, des soldats, des chars, des avions, tout ça, mais aussi de missiles nucléaires qu'on voit ici. Donc le dirigeant soviétique est assis sur un missile nucléaire américain et le dirigeant américain est assis sur un missile nucléaire soviétique. Ces missiles sont reliés à des interrupteurs par des fils et puis chacun pourrait appuyer sur l'interrupteur de l'autre. Seulement, ça symbolise l'état du monde de l'époque, c'est que si l'une des puissances utilise son arme nucléaire, l'autre va l'utiliser aussi, et ça signifierait la destruction mutuelle ou la destruction du monde. Donc il n'y a pas eu de guerre nucléaire, et il n'y a pas eu d'affrontement direct entre l'URSS et les États-Unis. En revanche, il y a eu des affrontements par l'intermédiaire des Alliés. Par exemple, la guerre de Corée, 1950-1953. À la fin à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la fin des années 40, et en Corée du Nord, il y a des communistes, comme en Chine d'ailleurs et comme en URSS, un peu plus au nord, qui vont essayer de prendre le contrôle de toute la Corée. Donc là, on voit l'offensive des Nord-Coréens communistes pour essayer de prendre le contrôle de toute la Corée. Seul un petit territoire résiste à cette offensive. Donc l'ONU va envoyer des armées pour libérer le territoire de la Corée du Sud. Notamment, il y aura des militaires américains, mais aussi des militaires français, puis d'autres militaires. Mais il y aura des militaires américains qui vont participer à cette guerre et qui vont repousser les communistes coréens du Nord. Mais, je le répète, il n'y a pas de soldats soviétiques. Donc en fait, il n'y a pas d'affrontement entre les soldats américains et les soldats soviétiques. On voit dans la troisième phase que les Coréens du Nord sont soutenus par des soldats qui viennent de Chine. Et finalement, le front va se stabiliser dans cette zone-là. Et aujourd'hui, voilà, la frontière passe ici, sur ce trait-là, sur ce parallèle. Aujourd'hui existe toujours une Corée du Nord communiste et une Corée du Sud qui n'est pas communiste. Donc on a les deux Corées. Et ça s'explique notamment par cette période-là et la guerre dans ces années-là, 1950-1953. Il y aura d'autres guerres, hein, de la guerre froide, qui opposeront soit les États-Unis contre des alliés de l'URSS, soit l'URSS contre des alliés des États-Unis. On peut citer la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre en Afghanistan. Bon. Pour finir, un petit mot sur la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide, c'est 1989-1991. Il n'y a pas de date précise, hein. On peut trouver 1988, on peut trouver 1990. En deux temps, d'abord, le système communiste mis en place dans le bloc de l'Est s'essouffle. Il y a beaucoup de difficultés économiques et puis finalement, les dictatures communistes s'effondrent. Alors, pour symboliser cet effondrement, une photo ici, on voit la statue de Lénine, le fondateur finalement du communisme en URSS, celui qui a fait la révolution bolchevique et de qui tout est parti finalement. Eh bien, ces statues étaient très présentes dans les grandes villes des pays communistes. Et lorsque le système communiste s'effondre, bien ces statues, on veut les oublier, on les fait tomber, on les détruit, voilà. Donc là, c'est une statue qui a été basculée, elle est mise là. Bon, elle a dû disparaître aujourd'hui. La photo a été prise en Ukraine. Et dernière date, 1991, l'URSS éclate. Les différentes nations qui composaient l'URSS prennent leur indépendance et on voit apparaître 15 nouveaux États finalement. Donc l'URSS n'existe plus. On a la Russie qui est la plus grande république, qui est la plus grande entité politique qui apparaît ici. Puis on en a d'autres, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, qui depuis sont rentrés dans l'Union européenne, l'Ukraine, par exemple, ou alors en Asie centrale, le Kazakhstan.
Voilà comment se termine cette guerre froide. Et puis voilà comment se termine cette petite présentation. Au revoir.